Donc, on a vraiment le plaisir d'avoir avec nous Louis Faneuf, des grands amis et collègues. Ça fait bien plaisir en ayant accepté de participer à cette plénière. Louis s'est distingué par ses nombreuses contributions à la recherche théorique et empirique sur le cycle économique. Ses travaux ont été publiés dans plusieurs revues, dont les plus importantes sont l'American Economic Review, le Review of Economic Studies, le Journal of Monetary Economics. Et aujourd'hui, son allocution a pour titre la nouvelle génération des modèles néo-keynésiens est utile pour comprendre la réalité macroéconomique. Donc, Louis m'a demandé de réserver les questions pour les 10 dernières minutes. Donc, à moins que ce soit vraiment une question de clarification, à ce moment-là, on peut poser une question, mais s'il vous plaît, on va essayer de garder les questions pour les 10 dernières minutes. Oui. Merci, Phil. Donc, comme j'ai beaucoup de nos anciens étudiants qui sont ici, on va faire comme on avait l'habitude de faire un restaurant en famille. Et donc, Carole, vous savez bien. Parce qu'on avait l'habitude de tout le temps transmettre les salutations de ma femme au début des cours. Alors, je suis content d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de vous raconter une histoire, celle d'aujourd'hui, avec laquelle on n'est pas obligé d'être d'accord. Ça prend la forme d'une question. La nouvelle génération de modèles néo-keynésiens est-elle utile pour comprendre la réalité macroéconomique? Je vais couvrir certains modèles. Il y en a sûrement que je ne couvrirai pas et puis que vous connaissez, puis peut-être vous allez penser que la trame n'est pas très exhaustive, mais néanmoins, il fallait quand même que je garde un filon pour une présentation d'environ 1 heure. Ça fait que je vais vous raconter la petite histoire, ou du moins ma perception de l'état actuel de cette nouvelle génération de modèles. Pourquoi avoir soulevé cette question-là? C'est parce que pendant 35 minutes, je vais tenir des arguments qui ne seront pas vraiment les miens, qui sont basés sur une critique surtout de Cherry Keogh-McGrattan, comme quoi cette génération-là de modèles ne sert pas vraiment à quelque chose. Donc, on va voir quels sont les arguments. On va aussi voir dans cette critique qui était assez virulente, qu'il y avait néanmoins des points fondamentaux, tout à fait valables, concernant cette génération de modèles. Et après ça, je vais vous montrer un petit peu des travaux de recherche, des résultats de travaux de recherche, parce que je veux rendre aussi crédit à mes co-auteurs, bien que c'est moi qui est devant vous aujourd'hui. C'est un programme de recherche que je mène conjointement avec un professeur qui s'appelle Guido Ascari, qui est à Oxford, Eric Sims, qui est à l'Université Notre-Dame, aux États-Unis, et un étudiant à moi, Jean Gardier-Victor. Donc, je vais vous montrer un petit peu des résultats. Évidemment, ce n'est pas un papier en soi, c'est une présentation genre state of the art. Donc, c'est de ça que je vais parler. Mais avant de parler, de répondre directement, d'adresser la question, très brièvement, pour ceux qui seraient peut-être moins familiers, je veux juste en gros vous parler de la structure des modèles néo-keynésiens de taille moyenne, en anglais medium scale, qui est très utilisé dans les banques centrales et aussi dans la recherche académique. Alors, les modèles dits néo-keynésiens sont construits sur l'ossature des modèles néoclassiques de type RBC, donc l'ossature du modèle, c'est-à-dire on y accorde une importance au microfondement. Les modèles néo-keynésiens par rapport aux modèles RBC ont cette particularité qu'on suppose une concurrence monopolistique entre ménages et firmes. Il y a aussi des rigidités nominales. Au début, c'était des rigidités de prix essentiellement. Maintenant, ces modèles comportent des rigidités de prix et des rigidités salariales. Il y a également une sélection, un jeu de friction réelle. Et dans les versions les plus récentes, suivant le travail de Smets et Wouters, ce sont des modèles maintenant qui sont bombardés par une multitude de chocs. Et on va en parler un petit peu parce que ça fait partie de la critique justement qu'on adresse à ces modèles-là. Donc, qu'est-ce que cette génération de modèles permet de faire? Mais elle permet d'identifier évidemment les sources de fluctuations.
ou si vous préférez, quels sont les chocs qui initient les fluctuations macroéconomiques? C'est quoi les chocs particuliers qui comptent le plus pour initier les fluctuations macroéconomiques? Quels sont les mécanismes endogènes de propagation? En d'autres termes, par quel mécanisme l'effet des chocs est-il transmis à l'économie? On peut aussi utiliser ces modèles-là pour faire de l'analyse de politique monétaire, de l'analyse de politique fiscale et bien d'autres choses encore. Alors, la raison du thème de ma présentation, cette génération-là est-elle utile pour l'analyse macroéconomique, c'est que en 2009, dans l'American Economic Journal Macroeconomics, Charik et McGrattan, qui sont des défenseurs de l'approche néoclassique, eux ont affirmé, et preuve à l'appui, que cette génération de modèles n'était pas encore utile pour l'analyse de politique, mais en fait, c'est pour l'analyse macroéconomique tout court, quand on lit correctement l'argumentation qui est avancée par les auteurs. Entre autres, et tout à fait correctement, ces auteurs affirment que pour s'arrimer, ou si vous préférez matcher des données, les modèles néo-keynésiens doivent s'en remettre à des mécanismes, du moins certains d'entre eux, de détermination des salaires et des prix qui sont ad hoc. Entre autres, dans ces modèles-là, le plus souvent, ces modèles-là comportent une clause d'indexation dit automatique, en tout cas du moins pour certains salaires, et pris dans le modèle, qui rattache les prix courants qui sont complètement indexés dans le modèle de référence au taux d'inflation du trimestre précédent. Donc, ça, selon les critiques en question, on le verra, c'est attaquable et critiquable. Et il y a même des auteurs néo-keynésiens qui, justement, ont critiqué, pas seulement eux, cette clause d'indexation dans les modèles dits néo-keynésiens. Par ailleurs, les Charik et McGrattan attaquent aussi le fait que, pour être estimé notamment par méthode bayésienne, et surtout c'est l'exemple qu'ils donnent dans leur article, c'est le modèle de Smets et Walters, que les modèles néo-keynésiens requièrent un nombre de chocs qui est égal au nombre d'observables. Et comme vous voulez utiliser plusieurs observables dans l'estimation, vous devez multiplier le nombre des chocs dans le modèle. Vous n'avez pas le choix. Et selon les auteurs, cette stratégie, cette procédure d'estimation a amené à une prolifération qui est totalement injustifiée, selon eux, du nombre de chocs, et ça pour atteindre la plausibilité empirique. Donc, vous multipliez des chocs pour avoir plus d'observables retenus dans l'estimation, et vous ne savez pas trop d'où sortent ces chocs. Qu'est-ce qu'ils représentent exactement? OK? Ce qui amène les Charik et McGrattan à dire que certains de ces nouveaux chocs qu'on retrouve dans les modèles néo-keynésiens sont structurellement non interprétables. C'est-à-dire que c'est impossible d'identifier correctement les sources de fluctuations dans le modèle si les chocs qui génèrent les fluctuations sont en eux-mêmes ininterprétables. On ne sait pas exactement ce qu'ils représentent structurellement. Le modèle néo-keynésien de référence, qui est celui, en fait, sur lequel s'appuyait même le modèle multichoc de Smets et Walters, c'est le modèle de Cristiano, Eichenbaum et Evans, qui a été publié dans le JPI en 2005. En gros, la structure de ce modèle-là, le modèle de CEE, comprenait à l'origine seulement un choc monétaire, ce qui veut dire que le modèle est estimé sur la base de sentiers de réponse de variables suivant un choc au taux d'intérêt nominal, et on estimait le modèle, et donc c'était un modèle à choc unique, mais un choc monétaire. Évidemment, il y avait une concurrence imparfaite entre firmes qui fabriquaient des biens qui étaient différenciés, avec une élasticité de substitution entre produits qui était égale à θ, et aussi une concurrence imparfaite entre ménages qui comportaient des compétences ou, si vous préférez, des types de travail qui étaient différenciés avec une élasticité de substitution entre les types de travail qui étaient sigma. Évidemment, dans le modèle de référence, ces deux élasticités étaient des constantes. Ils étaient des constantes. On va voir tantôt qu'est-ce que c'est devenu dans le modèle de Smets et Walters. Le modèle comprenait aussi des rigidités de prix de salaire nominal. La rigidité de prix étant introduite selon une logique à la Calvo, selon laquelle les firmes font face à chaque période à une probabilité de réoptimiser ou non les prix, avec une probabilité
de non-réoptimisation XIP, et même chose pour les ménages, avec une probabilité de non-réoptimisation du salaire nominal égale à XIW. Et le modèle de référence comportait une clause d'indexation complète au taux d'inflation du trimestre précédent, et ce, à chaque période. Et on bouclait le modèle avec un jeu de friction réelle qui comprenait, entre autres, une formation d'habitudes en consommation, des coûts d'ajustement d'investissement et un taux d'utilisation du capital qui, plutôt que d'être constant, comme dans certains modèles, devenait variable. Ça, c'était la facture du modèle de référence de base de Cristiano, Eichenbaum et Evans. Puis est arrivée la contribution de Smets et Wouters, qui, comme on le sait, a eu énormément d'influence sur la façon dont on a modélisé dans les banques centrales les modèles structurels pour faire de l'analyse de fluctuations macroéconomiques. Et Smets et Wouters ont, au fond, pris le modèle de référence de Cristiano, Eichenbaum, Evans et en ont simplement fait un modèle multichoc pour ensuite l'estimer par méthode bayésienne et nous donner des résultats concernant les sources de fluctuations et ainsi de suite. Alors, juste pour vous dire où sont apparus les chocs en question, parce qu'il fallait les faire apparaître quelque part. Alors, il y en a 7 dans le modèle original de Smets et Wouters, donc 7 chocs. Alors, on a évidemment ici un output agrégé qui est l'agrégat des outputs différenciés avec l'élasticité de substitution dont je parlais tantôt, qui, dans le modèle de référence, était une constante et qui, chez Smets et Wouters, devient variable. Et donc, on a ici une élasticité de substitution entre produits qui est engendrée par un arma 1 selon les auteurs. Et au niveau des ménages, on fait la même chose avec l'élasticité de substitution entre les habilités ou les types ou les expertises de travail, et on en fait un choc qui est engendré aussi par un processus arma 1. Ça, c'est un deuxième choc. Maintenant, pour ce qui est d'un troisième choc, on a la fonction d'utilité. Je n'ai pas mis l'effet d'habitude de consommation simplement pour économiser sur la notation, mais dans la version originale, il y a un effet d'habitude de consommation où vous avez un choc au taux d'escompte, ou si vous préférez, aux préférences intertemporelles, qui lui est engendré par un choc, par un processus AR1 pour un troisième type de choc. Et vous avez au niveau de l'équation d'accumulation du capital un choc muté, qui est un choc au prix relatif de l'investissement qui est engendré lui aussi par un AR1 pour un quatrième type de choc. Au niveau de la fonction de production, vous avez ici le progrès technologique neutre et son taux de croissance qui obéit à un processus AR1 pour un cinquième type de choc. Alors, vous avez des dépenses publiques dans le modèle qui sont une fraction variable de l'output avec GT qui est un choc aux dépenses publiques engendré par un AR1 pour un sixième type de choc. Et finalement, vous avez une règle de Taylor, une règle monétaire avec un effet de smoothing sur le taux d'intérêt, une réponse à l'inflation de court terme par rapport à sa cible et une réponse de l'output par rapport à sa valeur efficiente de long terme, que ce soit en niveau ou en taux de changement, avec un septième type de choc, qui est un choc aussi engendré par un AR1 dans le modèle de Smets et Wouters. Bon, il faut savoir que ces modèles-là, du moins ceux dont je vais parler aujourd'hui, sont régis par une condition d'efficience d'équilibre. Alors, ce qui veut dire que les micro-fondements du modèle imposent cette condition qui doit être respectée. En contexte néoclassique, la condition d'efficience d'équilibre dit tout simplement que le taux marginal de substitution entre la consommation et le travail doit être strictement égal à la productivité marginale du travail. Donc, les fluctuations de la consommation, de l'emploi, d'Y, de l'output ou autre doivent se plier à cette condition. Dans un contexte néo-keynésien, c'est la même logique, mais la concurrence imparfaite introduit ce qu'on appelle un wedge, ou si vous préférez, je ne savais pas comment le traduire, un séparateur entre le MRS et la productivité marginale du travail.
Et ce wedge, en contexte néo-keynésien, est interprété comme la somme de deux markups à l'équilibre. Donc, le markup sur les prix et le markup sur les salaires. Maintenant, la critique de Chary Keogh-McGrattan consiste en ce qui suit. C'est que il développe l'idée que certains des 7 chocs dont je viens de vous parler, que ces 7 chocs, 3 sont plus faciles à identifier, du moins on a des études sur lesquelles s'appuyer, qui sont nombreuses, qui ont utilisé des méthodologies diverses sur des périodes échantillonnales diverses et qui confirment l'existence et l'interprétation, l'étiquette qu'on donne à ces 3 chocs-là. Ce sont respectivement le choc à l'investissement, le choc à la technologie neutre ou TFP et le choc à la règle de Taylor, le 3e qui est ici. Donc, selon eux, ce sont les 3 seuls types de chocs pour lesquels on est raisonnablement confiant que l'étiquette qu'on a collée colle bien à l'interprétation qu'on en fait. Selon eux, les 4 autres types de chocs, qui sont le choc au markup des prix, le choc au markup des salaires, le choc au taux d'escompte et le choc aux dépenses publiques, n'ont pas une interprétation structurelle bien définie. D'ailleurs, dans l'article, il donne des exemples de modèles alternatifs où ces chocs pourraient représenter bien d'autres choses que l'étiquette qu'on leur a donnée, pourraient représenter complètement autre chose. Évidemment, le problème, c'est que, c'est-à-dire, si on finit par trouver que les chocs qui contribuent le plus aux fluctuations et au cycle sont les chocs qui sont identifiés, bien, tant mieux pour nous. Parce que dans ce cas-là, on sait qu'on peut mettre le doigt sur l'origine, les sources de fluctuations. Si malheureusement, ce sont les 4 chocs difficiles à identifier qui expliquent le plus, tant pis pour nous, parce qu'on ne sait pas vraiment d'où originent les fluctuations macroéconomiques dans ce cas-là. Juste un exemple. Chary Keogh-McGrattan ont montré que les variations du wedge dont je parlais tantôt pouvaient aussi bien découler de variations du pouvoir de négociation du syndicat ou de variations dans la valeur du loisir des consommateurs et non pas que ce soit des chocs dits au markup sur les prix puis au markup sur les salaires. Donc, ils peuvent avoir des interprétations qui sont multiples selon toujours Chary Keogh-McGrattan. Alors, parlons maintenant des 2 critiques principales. La première, critique numéro 1, qui vient de Seachem, mais aussi de Woodford et Coglis-Bordone, la clause d'indexation au taux d'inflation passé. Sa présence dans le modèle néo-keynésien microfondé est-elle légitime? Les critiques disent non. Ça n'a pas d'affaire là. Et pourquoi ils disent ça? Il y a 2 raisons. C'est qu'à chaque période, dans ce type de modèle, vous avez bien sûr une fraction, un certain pourcentage de salaires et de prix qui sont réajustés optimalement. Donc ça, c'est pas de problème. Et le reste, bien, sont automatiquement indexés, c'est-à-dire prix et salaires, et ce, au taux d'inflation du trimestre qui vient juste de passer. Et ça, à chaque période. OK? Puis en gros, là, selon les estimés qu'on retrouve dans ces modèles-là, la fraction des salaires et des prix qui sont réajustés optimalement lors d'un trimestre donné, ce serait à peu près 35 %. Puis la fraction qui serait automatiquement indexée à l'inflation du trimestre précédent, ce serait environ 65 % des salaires et des prix. Alors, c'est pas rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on y pense, si une fraction des salaires sont réajustés optimalement alors que l'autre, à chaque trimestre, est automatiquement indexé, ça veut dire qu'à chaque trimestre, tous les prix, 100 % des prix et des salaires vont varier. Et ce, à chaque trimestre, ce qui est évidemment contre les faits. Alors, que ce soit sur les évidences qu'on possède, sur la fréquence d'ajustement des prix ou sur la fréquence d'ajustement des salaires, bien, il va de soi que cette implication du modèle, elle est contredite. En plus, certains critiques avancent aussi l'idée que cette clause d'indexation est sans aucun fondement microéconomique aucun. Donc, c'est une intrusion dans le modèle qui, supposément, prétend reposer sur les microfondements. C'est une intrusion, un intrus qui n'a pas d'affaire vraiment dans le modèle. La question qu'on peut se poser, c'est
Est-ce que l'indexation a des impacts mineurs ou majeurs sur les résultats d'un modèle macroéconomique? Si les résultats sont mineurs, pourquoi s'en préoccuper? Mais si les résultats ne sont pas mineurs, mais ils sont significatifs, il faut s'en préoccuper. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a simulé une version du modèle CEE avec une calibration qui est plausible. Et on va vous montrer deux jeux de sentiers de réponse. Un jeu de sentiers de réponse lorsque le modèle inclut une clause d'indexation et l'autre jeu de sentiers de réponse lorsque le modèle en question exclut l'indexation qui fait l'objet de critiques. Alors, la ligne pointillée en rouge, c'est le modèle Christiano-Eichenbaum-Evans avec, c'est pas la version littérale, là, mais c'est une version simulée avec calibration qui est plausible. Alors, avec indexation, c'est en rouge, et sans indexation, c'est le même modèle en bleu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une réponse sur laquelle je vais attirer votre attention, et c'est celle-là ici. Ça ici, alors ce que vous avez ici, c'est la réponse de plusieurs variables macroéconomiques clés suivant un choc négatif au taux d'intérêt nominal, donc un choc monétaire expansionniste. Et qu'est-ce que vous voyez ici dans ce panneau? C'est la réponse de l'inflation suivant un choc monétaire qui est expansionniste. Et ce que vous voyez, c'est quand la clause d'indexation est présente dans le modèle, vous avez évidemment un sentier de réponse qui présente cette forme très stylisée qu'on recherche très souvent en macroéconomie, qui est une forme dite M-shape, ou si vous préférez en français, une réponse en forme de cloche. Et pourquoi cette réponse en forme de cloche est importante? Parce que cette réponse en forme de cloche correspond à ce que l'on a souvent rapporté dans les études empiriques, et le fait de pouvoir reproduire la cloche semble vous dire quels sont les mécanismes théoriques du modèle qui génère la cloche en question, puis comment est-ce qu'on peut comprendre la dynamique de l'inflation? Comment on peut comprendre ça? Mais regardez ce qui se produit quand on exclut du modèle l'indexation. La cloche ne sonne plus. Hein? Comme vous voyez ici, on perd la forme M-shape du sentier de réponse. Et sans faire les panneaux un par un, on voit bien à travers les variables qui sont dans les graphiques que la clause d'indexation a un impact quand même significatif sur la façon dont les variables macroéconomiques clés vont répondre à un choc monétaire dans le modèle. Donc, qu'est-ce que ça nous amène à conclure? Ça nous amène à conclure que même si on peut concevoir des modèles d'allégeance néo-keynésienne, il faut quand même se rendre à l'évidence que la critique que certains auteurs ont formulée à l'effet que la clause d'indexation pouvait driver certains des résultats majeurs de ce type de modèle-là, que c'est quand même une critique à prendre au sérieux et à ne pas négliger. OK. La prochaine critique 2, on a parlé des 7 chocs. On a dit que 3, selon la critique, étaient plus identifiables et 4 plus difficilement identifiables. La question, c'est quel est le type de choc? Quels sont les types de chocs qui contribuent le plus aux fluctuations macroéconomiques? Dans la table que je vais vous montrer, qui est tirée de Cherry, Keough, McGrattan, c'est 3 variables sur lesquelles on se pose la question. Une, c'est l'output, l'autre, c'est l'emploi ou les heures, et l'autre, c'est l'inflation. Donc, d'où vont originer, les auteurs ont fait une analyse de décomposition de variance basée sur les estimés du modèle de Smets et Wouters, et voici ce à quoi on arrive. Alors, d'abord, vous avez ici une décomposition de variance avec différents horizons allant de 4 à 1000. Et pour chaque horizon, les 3 premiers types de chocs sont les chocs qui, selon la critique, sont plus faciles à identifier. Les 4 derniers, 4 à 7, sont les chocs qui, selon la critique, sont d'interprétation économique multiple. Évidemment, ce qui frappe à travers ces décompositions de variance, c'est à quel point les chocs 4 à 7 contribuent très significativement à la variance de l'output, des heures et de l'inflation, et à quel point ce pourcentage ici
s'en va plus ou moins là, en augmentant quand on allonge l'horizon sur lequel la décomposition de variance est faite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et ça c'était l'objet de la critique, c'est que Chary, Kehoe, McGrattan ont dit, regardez, Smets-Wouters, il nous présente un modèle multichoc, et il s'avère que de ces chocs, il y en a plusieurs qui sont nouveaux, difficiles à interpréter. Il s'avère que les chocs nouveaux et difficiles à interpréter sont ceux qui expliquent presque tout. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle certains ont dit que le modèle de Smets et Wouters était un modèle UFO, c'est-à-dire tout simplement un modèle d'objets fluctuants non identifiés. Ça fluctue, mais on ne sait pas d'où ça vient. Alors, ce qui a poussé évidemment Smets et Wouters à dire que les modèles néo-keynésiens n'étaient pas encore prêts pour faire de l'analyse, mais en réalité, la teneur de la critique, c'est plutôt « will never be useful ». C'est plutôt la teneur. Bon. Alors, juste ici, on fait une transition et on va vers des modèles néo-keynésiens qui, notamment une catégorie imputable à Giussiano Primiceri Tambalotti, dans un article de 2011, où les auteurs ont introduit une distinction entre choc spécifique à l'investissement, qui était le choc muté dans l'équation d'accumulation de capital que je vous ai montré, et un deuxième type de choc, qui serait un choc à l'efficience marginale de l'investissement. Alors, les chocs spécifiques à l'investissement correspondent un pour un aux variations du prix relatif de l'investissement par rapport à la consommation. Ça, c'est originalement le texte un petit peu pas fondateur parce qu'il y avait eu des précurseurs, mais néanmoins, c'est surtout ce texte-là qu'on a à l'esprit. Et l'idée, c'est que le prix relatif de l'investissement sur données d'après-guerre a affiché une forte tendance séculaire à la baisse. Et Giussiano Primiceri Tambalotti ont montré qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce type de choc à l'investissement qui contribue le plus aux fluctuations cycliques. Alors, les chocs MEI, eux, c'est-à-dire à l'efficience marginale de l'investissement dans le modèle, sont considérés comme un 8e type de choc par les auteurs, mais comme des chocs qui sont orthogonaux par rapport au prix relatif de l'investissement. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter? Bien, ce sont des chocs qui peuvent affecter l'efficacité avec laquelle le secteur financier va canaliser le flux d'épargne des ménages pour ensuite le transformer en capital productif. Donc, Giussiano Primiceri Tambalotti, après avoir introduit cette distinction, on fait un peu l'exercice de Smets et Wouters en estimant par méthode bayésienne un modèle à 8 plutôt qu'à 7 chocs avec cette distinction entre les deux types de chocs à l'investissement. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? De façon intéressante, ils avaient mis dans leur modèle la clause d'indexation des salaires et des prix qui est critiquée, et ils ont trouvé comme degré d'indexation estimé au taux d'inflation passé, ils ont trouvé un degré d'indexation au taux d'inflation passé autour de 10 % au lieu du 100 % qui avait été imposé dans le modèle de Cristiano Achenbaum-Evans. Donc, lorsqu'on apporte cette distinction entre les deux types de chocs à l'investissement, bien, ces auteurs montrent que le degré d'indexation au taux d'inflation passé devient en quelque sorte assez négligeable. Maintenant, pour ce qui est de l'importance des chocs, tantôt on avait vu que c'était les 4 chocs difficilement identifiables qui expliquaient tout. Alors, j'attire votre attention sur la dernière colonne, qui, encore une fois, ce qu'on a ici, c'est une analyse de décomposition de variance aux fréquences cycliques, où vous avez les 8 observables qui ont été estimés dans l'estimation dans la première colonne, et vous avez la contribution en pourcentage à la décomposition de variance par type de choc, et la dernière colonne vous donne la contribution du choc à l'efficience marginale de l'investissement sur la variance des différentes variables. Alors, on voit que ce choc-là explique 60 % de la variance de l'output, 85 % de la variance de l'investissement, 68 % de la variance de l'emploi et 56 % de la variance des taux
d'intérêt. Maintenant, quand on fait la somme dans ce modèle-là, de la contribution des trois types de chocs identifiés, donc à la technologie neutre, à l'efficience marginale de l'investissement et à la politique monétaire. Donc, les chocs identifiables expliquent 89% de la variance de l'output, 95% de celle de l'investissement, 86% de celle de l'emploi et 50% de la variance de l'inflation. Donc, qu'est-ce que ça nous amène? Étant donné que dans l'estimation, les auteurs ne trouvent pas ce degré d'indexation élevé, mais trouvent un degré d'indexation qui est plutôt faible et que maintenant, les chocs identifiables expliquent le plus gros des fluctuations macroéconomiques, on peut se demander, est-ce que la critique de Chary, Kehoe, McGrattan, est-ce qu'elle a perdu sa valeur? Donc, est-ce qu'elle est caduque, cette critique-là? Dans les slides qui viennent rapidement, je vais vous parler de justement ce que je fais avec Guido Ascari et Eric Sims. C'est que malgré ce qu'on vient de dire, les modèles où les chocs à l'efficience marginale de l'investissement dominent sont quand même affectés par une anomalie importante qui fait l'objet de plusieurs textes dans la littérature. Les gens ont travaillé sur cette anomalie. Et c'est une anomalie qui rappelle, entre guillemets, la malédiction de Barrow et King, de Barrow-King curse. OK? Alors, le Barrow-King curse, pour Bob Barrow puis Robert King, en 1984, dans QJE, et ça, c'était dans un cadre essentiellement néoclassique, ces auteurs ont montré que, ça, c'était à l'époque, si vous vous rappelez, où les modèles RBC étaient en vogue, où on expliquait le plus gros des fluctuations macroéconomiques par choc à TFP ou à la technologie neutre. Et ces auteurs-là avaient en quelque sorte prédit, dans un cadre micro-fondé, que tout autre type de choc qu'un choc à TFP aurait de la difficulté à expliquer certains co-mouvements clés sur données. Ils auraient beaucoup de difficultés à le faire, que le seul type de choc qui parviendrait à générer le genre de co-mouvement très caractéristique qu'on observe dans les données, ce seraient des modèles qui seraient nourris principalement par des chocs à la technologie neutre ou des chocs de type TFP. Alors, quelle est la nature de la malédiction? C'est que, admettons que ce soit le choc à l'efficience marginale de l'investissement qui domine et non pas un choc TFP. Un choc TFP fait directement déplacer la cédule de productivité marginale. Un choc MEI ne fait pas directement déplacer cette cédule. Donc, ce qui va arriver ici, c'est que lorsque vous avez un choc MEI, mettons positif, bien, ce choc positif va faire augmenter le taux de rendement du capital qui va donner une incitation aux ménages à épargner, du moins à court terme, pour investir, de sorte que l'investissement va augmenter, mais surtout, à cause de cette incitation, il va y avoir une remise à plus tard de la consommation. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, la consommation va diminuer, alors que l'investissement va augmenter, et les données nous disent évidemment que les deux co-bougent positivement. Et donc, on a un problème. La façon dans la littérature dont ça a été adressé a été de supposer des préférences non standards, c'est-à-dire à la Jamovich-Rebello, qui vont limiter l'impact de l'effet de richesse sur la fonction d'offre de travail. Évidemment, dans un instant, on va se demander, oui, mais est-ce qu'on peut résoudre le problème sans avoir recours à des préférences qui sont non standards? Alors, la question à se poser, c'est, puisque la critique de Barrow-King a été formulée en contexte néoclassique, est-ce que cette malédiction annoncée tient toujours dans un cadre néo-keynésien moderne? Est-ce qu'elle tient dans ce cadre-là? Alors, dans le modèle de Giussiano, en fait, dans deux modèles de Giussiano, Primiceri, Tambalotti, les chocs à l'investissement sont la source principale de fluctuation et la prédiction du modèle néo-keynésien standard, enfin, du moins, lorsqu'on regarde le modèle estimé par ces auteurs, c'est que la corrélation entre la croissance de la consommation puis la croissance de l'investissement est négative dans le modèle, et la corrélation entre la croissance de la consommation puis la croissance de l'output est positive et faible. Maintenant,
Les données américaines, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que la corrélation entre consommation et investissement est positive, et que la corrélation de la consommation et l'output est positive et forte. Juste pour vous en donner une idée, ce qu'on a fait pour vous, c'est qu'on a calculé la corrélation entre la croissance de la consommation et la croissance de l'investissement et la croissance de la consommation et la croissance de l'output selon le modèle de Giussiano Primiceri Tambalotti, le modèle néo-keynésien où dominent les chocs à l'efficience marginale de l'investissement. Donc, on a calculé ça et on compare avec ce qu'on a dans les données. Alors, le problème, il est ici. Le Barrow-King Curse, on l'a sous les yeux ici, qui tient en contexte néo-keynésien. C'est-à-dire que vous avez sur données une corrélation contemporaine de l'ordre de point presque 44 dans les données, alors que le modèle estimé par Giussiano Primiceri Tambalotti prédit une corrélation faiblement négative. Maintenant, pour ce qui est de la corrélation croissance-output, croissance-consommation, oui, le modèle standard néo-keynésien prédit positif, mais prédit moins positif que ce qu'on voit dans les données. Et c'est pas seulement au chapitre de la corrélation contemporaine qu'il y a un problème, c'est aussi au niveau des profils de corrélation croisée. Donc, j'attire votre attention sur ce panneau-là, la corrélation au lag et celle au lead, la ligne rouge étant celle qui est observée sur données et la ligne noire étant celle qui est prédite par le modèle de Giussiano Primiceri Tambalotti où dominent les chocs à l'efficience marginale de l'investissement. Sur la slide précédente, je vous ai montré qu'on avait un problème de signe, de corrélation contemporaine, vous le voyez ici, mais c'est aussi le profil qui est incorrect, au lag et au lead. Donc, ce que vous voyez, c'est que dans les données américaines, au lag et au lead, on a un profil de corrélation qui sont positives de 1 à 4 trimestres et qui déclinent là, graduellement. Alors que le modèle prédit ici un profil de corrélation qui est légèrement ascendant, en partant de zéro, légèrement ascendant, et presque flat au lead. Donc, ce qui est évidemment incorrect. Et ça, c'était justement la fameuse, une expression de la fameuse malédiction annoncée. Alors, quelle est la cause de ce problème-là dans ce type de modèle-là? Le problème vient du fait qu'un choc positif à l'efficience marginale de l'investissement crée un boom d'investissement. Et on voit dans le modèle que la réponse de la consommation est alors négative pour plus d'une année en raison du fait que les ménages sont incités justement à épargner pour investir à cause de la hausse du taux de rendement du capital et donc ça les incite à remettre à plus tard leur consommation. Alors, si on regarde ici la réponse de la consommation, on voit la nature du problème, juste ici. Si vous regardez attentivement, parce que c'est peut-être pas très clair, on s'aperçoit que suivant un choc à l'efficience marginale de l'investissement, on a un déclin de la consommation qui dure presque une année et demie, là, plus ou moins, là, 5 à 6 trimestres ici. Et c'est ça qui est le problème. Et évidemment, les auteurs divers, après dans la littérature, c'est connu comme étant le co-movement problem, et les auteurs ont fait apporter des améliorations pour qu'on puisse justement venir à bout de cette baisse de la consommation à court terme suivant un choc MEI et rectifier les anomalies au sein des co-mouvements en question. On a voulu comprendre, Guido et Éric et moi, le pourquoi, c'est-à-dire en termes de pourquoi est-ce qu'il y a une baisse à court terme de la consommation. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a procédé à une décomposition dite Xienne des effets revenus et substitutions induits par un choc MEI suivant une suggestion de King 1991. Et on va voir quel est le problème assez rapidement. Alors, dans le graphique ici, le tout premier, vous avez l'effet revenu sur la consommation induit par un choc MEI et on voit que c'est faible ici. Et vous voyez que l'effet substitution sur la consommation induit par le choc, vous voyez ici qu'on a un effet négatif à court terme sur la consommation via l'effet de substitution, de sorte que cet effet domine sur l'effet revenu qui est trop faible et c'est ce qui vous occasionne une réponse négative de la consommation pour plus d'une année dans le modèle. Alors, donc,
on en est à... La critique tient toujours. Elle n'a peut-être pas été formulée par Cherry Kiyomi-Grattan, mais on voit que la critique, néanmoins, le modèle présente des anomalies qui sont assez sérieuses. Alors, comment accroître l'utilité du modèle néo-keynésien? Nous, on a proposé au modèle de taille moyenne, medium scale, néo-keynésien, 2 ajouts. Les ajouts qu'on a proposés, c'est qu'on a proposé d'ajouter au modèle, puis c'est réaliste, là, une croissance réelle qui origine de la technologie neutre ou de la TFP et une croissance réelle qui origine de la technologie spécifique à l'investissement, correspondant plus ou moins au déclin séculaire qu'on observe dans le prix relatif de l'investissement depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Le deuxième ajout, c'est qu'on a proposé d'ajouter à la structure de production du modèle ce qu'on appelle des réseaux de production. Ça, c'est une appellation récente qui est attribuable à Cristiano, qui a parlé de Production Network, mais en réalité, l'idée fondatrice, c'est de Bazou, avec l'ajout d'inputs intermédiaires dans un modèle. Et la raison pour laquelle ça peut aider, c'est, comme vous voyez, c'est que dans le modèle néo-keynésien dit standard, les firmes produisent en utilisant des services du capital et du travail, alors qu'ici, on ajoute un input intermédiaire. Évidemment, dans un instant, la question va se poser, à savoir, quelle est l'importance de l'exposant phi ici avec l'input intermédiaire? Alors, quelle est son importance? Et pour la première fois, on va pouvoir vous donner un estimé empirique basé sur une procédure bayésienne. L'idée de mettre un input intermédiaire, c'est que dans un article que nous, on a fait en 2004, l'article du AER dont Philippe parlait tantôt, on a montré que tout au long du 20e siècle, on avait assisté aux États-Unis à un degré accru d'assemblage des biens. Essayez de vous imaginer que vous êtes au début du 20e siècle, peut-être que les produits consommés ou les produits fabriqués sont plus près de la matière brute, et au fur et à mesure que vous avancez au cours du 20e siècle, ces produits fabriqués deviennent de plus en plus sophistiqués, ou on dit en anglais « process ». Okay? Il y a des gens qui disent que la part de l'input intermédiaire aux États-Unis dans la production serait de l'ordre d'environ 0,5, la part. Alors, on va y revenir dans un instant. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a utilisé le modèle néo-keynésien modifié comme celui qu'on vous propose. On l'a calibré, simulé. On a fait des simulations où on avait 3 chocs dans le modèle seulement, de manière à ne pas être sujet à la critique de CIChem. Et on a fait des simulations où le choc à l'efficience de l'investissement explique entre 50 et 60 de la variance de l'output, choc TFP 35 à 25, puis le choc monétaire 15 plus ou moins ce que les études empiriques nous disent. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les réseaux de production et la croissance réelle favorisent l'effet revenu et atténuent l'effet substitution que je vous ai montré tantôt. Alors, voici ce qu'on a obtenu. Remarquez ici qu'avec justement la présence de croissance réelle et de réseaux de production, vous voyez un saut dans l'effet revenu ici. Et remarquez que l'impact négatif sur l'effet de substitution induit par le choc MEI devient lui aussi atténué. Alors, ce qui veut dire qu'on a un saut dans l'effet revenu et on a une atténuation de l'effet substitution. Alors, comment ça s'est traduit en termes de réponse sur la consommation suite à un choc MEI? Bien, comme vous le voyez ici, ça, c'était dans le modèle néo-keynésien standard. Et ça, c'est la réponse de la consommation suivant le choc MEI que vous avez ici, avec l'ajout de la croissance réelle et des réseaux de production, et sans avoir recours à des formes non standards de préférence, comme d'autres auteurs ont fait dans la littérature. Maintenant, comment est-ce que ça se traduit en termes de corrélation contemporaine? Ben, vous voyez qu'avec ces ajouts, maintenant, la corrélation est de l'ordre de 0,36, ce qui se rapproche des données, et celle entre la croissance de l'output et la croissance de la consommation, 0,7, qui se rapproche de 0,75. Donc, on voit qu'il y a plus de co-mouvement
qui présente une anomalie et que même en présence de préférences standards, on peut venir à bout de la malédiction de Barrow et King en contexte néo-keynésien. Profil de corrélation croisée maintenant, juste pour aller au bout de l'affaire. Alors ici, ce sont la ligne noire, la rouge, ce sont les données, la noire, celle du modèle qu'on propose, et la noire hachurée. La noire pleine, c'est celle du modèle de Giussiano Premicheri Tambalotti, au lag et au lead, et vous voyez évidemment que l'ajout du réseau de production et de la croissance réelle a eu pour effet de rapprocher le profil des corrélations croisées prédit par le modèle sur celui qui est observé sur données. Alors, la question clé maintenant, c'est de savoir le fameux réseau de production, est-ce qu'on a des preuves comme quoi, si on va sur le même terrain que ces auteurs et qu'on veut estimer le modèle par procédure bayésienne, quelle preuve est-ce qu'on a de l'importance du fameux exposant phi qui accompagne la présence d'input intermédiaire dans la fonction de production? On a fait cet exercice-là avec Jean Gardy-Victor, qui est un étudiant de doctorat à UQAM, et on a justement estimé par méthode bayésienne ce modèle avec réseau de production et croissance. Puis on a aussi ajouté ce qu'on appelle du working capital. Et dans notre modèle, les firmes peuvent emprunter du capital pour financer soit la totalité ou simplement une fraction de leur coût de facteur. Alors, en gros, on a une fonction de coût total qui est très générale où on a les paiements à 3 types de facteurs, à l'input intermédiaire, au service du capital, au travail. Et on a ce terme ici qui représente tout simplement le fait que si on emprunte justement du capital pour financer ces paiements de facteurs, il faudra rembourser à un certain taux d'intérêt. Et donc, ce qu'on fait dans l'estimation bayésienne, c'est on essaie d'estimer la fraction du paiement de chaque facteur qui est financé justement par working capital, en plus de tenter d'estimer la part de l'input intermédiaire dans la fonction de production. Alors, j'attire votre attention, évidemment, je voudrais bien les commenter tous, mais je pense que ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la part d'input de l'input intermédiaire dans la fonction de production. Bien, elle est de 0,56 avec un écart type qui va de 45 à 66. Et ça, ce sont les fractions de paiement à chaque facteur, au capital, au travail et à l'input intermédiaire qui sont financés par working capital. Et on voit que les firmes, selon l'estimation, utilisent du working capital pour financer seulement une fraction de leur paiement de facteurs et non pas la totalité là, de leur paiement de facteurs. Donc, un des ingrédients clés, puis ce modèle-là comprenait la croissance réelle, là, je ne commente pas, on voit que l'importance quantitative du réseau de production est confirmée par les estimés bayésiens qu'on a pu générer. Maintenant, pour l'identification des sources de fluctuation selon le modèle que je viens de vous montrer, on a estimé le modèle avec choc non anticipé seulement, mais également en ajoutant des news shocks. Pourquoi on a ajouté des news shocks? C'est que Baudry-Portier, dans un article très intéressant en 2004, ont avancé que les chocs anticipés à la productivité ou des news shocks importaient plus que les chocs non anticipés. Une idée qui a été reprise par Schmidt, Grohe et Uribe dans leur article d'Econometrica 2012, où eux ont proposé une approche news généralisée à l'ensemble des chocs utilisés par Smets et Walters. Donc, pas juste des news shocks via TFP, mais au fond des news shocks à tous les chocs qu'on retient, qui étaient retenus dans l'estimation de Smets et Walters. Et Schmidt, Grohe et Uribe proposaient des anticipations qui étaient formulées 4 et 8 trimestres à l'avance, tout simplement pour tenir compte du fait qu'on pouvait updater ou mettre à jour de l'information quand on fait ces prévisions. Ils arrivaient, Schmidt, Grohe et Uribe, à la conclusion que les chocs de type news dominent. Bon, la question, qu'en est-il dans un modèle néo-keynésien comme celui que je propose ici, c'est-à-dire qui n'est pas sujet à la malédiction de Barrow-King,
qui dit que les 3 types de chocs plus facilement identifiables expliquent le plus gros des... Bon, ainsi de suite. Qu'en est-il dans un modèle comme celui-là? Alors, le tableau est divisé en 2. Dans la partie A, en haut, vous avez les chocs non anticipés. Dans la partie B, en bas, vous avez les news shocks. Et vous avez les observables qui ont été retenus dans l'estimation dans la première colonne. Et vous avez la contribution aux variances des variables selon le type de choc. Donc, la colonne totale vous donne le pourcentage de contribution des chocs non anticipés à la variance des observables qui sont là. Donc, vous voyez que c'est très élevé. Et pour ce qui est des news shocks, bien que leur effet est quand même pas est pas zéro, est pas nul, ben, néanmoins, les news shocks n'expliquent pas autant que les chocs non anticipés dans ce modèle-là. Donc, à quoi peut-on attribuer le fait que Schmidt, Gros et Uribe, eux, disaient que les news shocks expliquaient presque tout? C'est que le modèle de Schmidt, Gros et Uribe est tout simplement pas un modèle de facture néo-keynésienne comme on vous présente ici. Et donc, quand on a ce type de modèle-là, ben c'est le résultat qu'on obtient. J'ai presque fini. Je vais vous montrer maintenant juste deux applications utiles. Est-ce qu'on peut expliquer des choses difficiles à expliquer dans un modèle où les wage et price setters sont purement prospectifs, c'est-à-dire pas de clause d'indexation? On fixe salaire et prix selon une logique d'optimisation qui est forward-looking. Est-ce qu'on peut expliquer des choses difficiles sans avoir recours à des clauses d'indexation ad hoc? D'abord, je veux juste vous montrer une chose qu'on essaie d'expliquer. C'est tiré d'un article d'Edward Nelson en 1998 et ça représente la réponse de l'inflation à un choc de nature nominale. Donc, tiré simplement, c'est juste pour fixer la conversation. Et ce que vous voyez, c'est que cette réponse de l'inflation a le pattern caractéristique dont je vous parlais tantôt. M-shape, très persistant. Et la question, c'est est-ce qu'on peut, avec un modèle purement forward-looking, avoir ce type de pattern-là? Ben, on a, dans un article récemment avec Jean Gardy-Victor et Eric Sims, on a justement simulé le sentier de réponse d'un modèle comme celui qu'on vient de vous décrire, c'est-à-dire avec réseau de production, intermédiation financière sur l'ensemble des paiements de facteurs. Et voici la réponse de l'inflation qu'a généré le modèle sous calibration plausible. Ça, c'est la réponse de l'inflation d'un modèle qui est purement forward-looking, avec une réponse de l'inflation qui est presque muette à l'impact. Elle est presque muette à l'impact. Et vous voyez le pattern très stylisé, M-shape, de l'inflation suivant un choc à la politique monétaire. Une dernière application qu'on a faite avec ce modèle, c'est d'adresser, on veut juste vous montrer que ce modèle-là, ce type de modèle-là peut être utile pour faire de l'évaluation politique. Ça, c'est dans un texte où, avec Guido et Eric, on a tenté d'évaluer quels seraient les coûts en bien-être s'il fallait augmenter le trend d'inflation, par exemple en augmentant la cible d'inflation d'une banque centrale, de façon modérée, par exemple de 2 à 4 %. On peut le lire aussi comme quels ont été les gains en bien-être d'avoir réduit le trend d'inflation au cours de la période d'après-guerre, parce que c'est ce qu'on a réduit plus ou moins de 4,5 % aux États-Unis de taux moyen d'inflation à environ 2 ou 2,2 % après 1980. Donc, soit la perte engendrée par une augmentation du trend ou le gain engendré par une diminution du trend en question. Et la raison pourquoi on a fait ça, c'est que la perception, parce que des gens comme Blanchard, Krugman et autres, eux, ils ont dit que ces coûts étaient minimes, que ça coûterait presque rien en termes de bien-être, en termes de perte d'équivalent consommation, d'augmenter le trend d'inflation de 2 à 4 %. Alors, nous, avec le modèle qu'on vous a proposé avec croissance réelle, réseau de production et intermédiation financière, on a évalué que ce qu'on a ici, ce sont les coûts en bien-être associés au passage d'une cible d'inflation de 2 à 4 %
et on obtient un estimé basé sur les états stationnaires qui est d'environ 3,7 %, alors que basé sur les moyennes, il est de 4,3 %. Évidemment, ce qui est un chiffre beaucoup plus élevé que tout ce que les gens ont en tête. Alors, comment se fait-il que certains prétendent que ces coûts-là seraient minimes? Alors, la ligne qui est là, celle que j'ai mise dans une petite boîte, représente les coûts en bien-être si on exclut de notre modèle, RP c'est pour réseau de production, EB c'est pour intermédiation financière, MEI choc c'est évident, si au lieu d'avoir des salaires rigides, j'ai des salaires flexibles, et si je n'ai pas de croissance dans le modèle, qu'est-ce que j'obtiens comme estimé de coût? J'obtiens presque rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prétention comme quoi ces coûts en bien-être sont faibles, elle est inexacte et elle repose essentiellement sur l'évaluation de modèles très simplistes, de type néo-keynésien standard à prix flexible, et donc à salaire flexible et à prix rigide, et que lorsqu'on tient compte plus généralement des ingrédients dont je viens de vous parler, ces coûts pourraient être beaucoup plus élevés. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui? Un peu essoufflé. J'ai essayé de vous convaincre que les modèles néo-keynésiens modernes peuvent être utiles. Sans mécanisme ad hoc d'ajustement des salaires et des prix, ils n'ont pas besoin de ça. 2, sans avoir à s'en remettre à des chocs difficilement identifiables. Ils n'ont pas vraiment besoin de ça. 3, sans être affectés par le co-movement problem ou la malédiction de Barrow et King lorsqu'un choc à l'investissement domine. 4, avec ou sans new shock. 5, ces modèles-là sont capables de générer une réponse quasi muette de l'inflation à l'impact suivant un choc au taux d'intérêt persistant et M-shape par la suite, sans que vous ayez besoin de clauses d'indexation qui sont backward. Vous n'en avez pas besoin. Donc, le modèle est entièrement microfondé. Et finalement, ils produisent des résultats insoupçonnés de politique économique tels que le fait que les coûts en bien-être d'une hausse modérée de la cible d'inflation pourraient être beaucoup plus élevés qu'on pense. Donc, je l'écris en anglais au cas où il y en a qui regarderaient les modèles néo-keynésiens can be made useful after all. Et voilà. Je suis désolé si je vous ai un petit peu étourdi. Là. J'enseigne un petit peu plus slow que ça. Oui, alors. Vous avez dit qu'on peut utiliser le capital, financer les facteurs au travail. En général, on apporte de la banque, et l'épicerie, c'est pour investir. Donc, comment justifier? C'est une excellente question. D'ailleurs, c'est pour mes étudiants qui sont là, ils savent que c'est déjà moi-même une critique que j'ai adressée au modèle d'intermédiation financière. Dans ces modèles-là, ce qui est peut-être pas tout à fait réaliste, c'est que le modèle, il doit être manipulable, donc tractable. Ça fait que si tu veux tenir compte du fait que les firmes peuvent emprunter du capital, dans ces modèles-là, les modèles d'habitude, la première génération de modèles où il y avait de l'intermédiation financière dans les modèles des SGE, c'était des modèles justement où les firmes n'empruntaient que pour financer la masse salariale. Et moi, j'avais dit aux étudiants, c'est un peu curieux qu'on emprunte pour financer la masse salariale. Et non, j'ai pas une bonne histoire pour ça. J'en ai pas une bonne. Je pense que c'est plus plausible de penser qu'elles empruntent pour financer l'achat d'input intermédiaires et puis, bon, de capital. C'est pour ça qu'on a généralisé. Mais il faut comprendre aussi qu'on ne voulait pas non plus s'attaquer à... Bon, donc on le fait comme ça. Mais non, je n'ai pas une bonne histoire pour savoir pourquoi on emprunterait financer la masse salariale. C'était une... Peut-être. Oui, peut-être. Mais ça serait très spécifique. Il faudrait faire de l'analyse du modèle en période où c'est difficile. Oui? Yep. Bon, je rejoins à la même question. Bon, peut-être la réalité macroéconomique des modèles que vous avez présenté ici
de répliquer, peut-être que cette réalité macroéconomique, elle présente d'autres problèmes, par exemple, le problème d'agence. Ah oui, oui. Ça veut dire que peut-être avec les problèmes d'agence, la dynamique d'investissement va être changée à cause du taux d'intérêt qui sont plus élevés, peut-être. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, présentement, ça me donne l'occasion de le dire, les chocs à l'efficience marginale de l'investissement, on est en train de travailler pour savoir, est-ce qu'il y a moyen de modéliser ça de façon plus serrée pour qu'il y ait des canaux, comme il y en a qui vont dire que c'est, au fond, que ces chocs-là, s'ils sont positifs, représentent l'efficacité avec laquelle l'épargne des ménages est canalisée pour ensuite donner lieu, mettons, à un capital physique quelconque. Au lieu de prendre un shortcut puis de dire c'est tout dans une capsule qu'on appelle un choc à l'efficience marginale de l'investissement, maintenant on est en train de travailler à vouloir modéliser la transmission de ça, puis exactement d'où origine le choc en question. Donc, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est d'élargir ce type de modèle-là pour introduire des choses comme le crédit, en tout cas l'efficacité dans l'allocation du crédit, les frictions financières, etc. Donc, on est là-dedans pour faire développer plus la classe de modèle puis la faire avancer. Mais oui, je veux dire, on pourrait... il y a aussi des raccourcis, même si le modèle, on est content de ce qu'il fait, puis des résultats qu'on a réussi à obtenir, il y a quand même des raccourcis pareils. Puis on est en train de travailler à allonger les raccourcis. Merci Louis. Maintenant, quand je vais parler avec mon collègue macroéconomiste, je vais parler quelque chose d'intelligent peut-être. Merci Louis.